Cet après-midi, je vous raconte un événement qui a réuni des peintres qui n'avaient pas fait bonne impression pour être exposés au très officiel salon. Oui, une exposition qui s'est tenue il y a tout juste 150 ans, qui a changé la donne et leur a permis ensuite de se faire un nom, ou la véritable histoire de la première exposition des impressionnistes. Comment est né le plus important mouvement artistique de la seconde moitié du 19e siècle? D'où vient le terme impressionnisme? De quelle façon Monet, Degas, Morisot et les autres représentants de ce mouvement se sont-ils affranchis des codes artistiques de leur époque? Nous sommes au printemps 1874, au cœur des nouveaux quartiers du Paris imaginés par le baron Haussmann, celui où les passants peuvent désormais admirer la majestueuse façade du Nouvel Opéra, confiée à l'architecte Charles Garnier, quasiment achevée avant de s'engager sur le boulevard des Capucines, artère majeure du Paris mondain où s'enchaînent théâtres et cafés en vogue. La façade de l'immeuble au numéro 35 est rutilante, toute parée de larges baies qui laissent entrer la lumière autant qu'elle reflète l'effervescence du boulevard. Sur la grande verrière ornant le 3e étage, on peut lire en immenses lettres rouges éclairées au gaz le nom de Nadar, célèbre photographe qui avait installé son studio dans le bâtiment. S'il n'occupe désormais plus les lieux, il les loue pour quelques occasions. Et en ce 15 avril 1874, l'occasion, c'est l'ouverture d'une exposition. Une petite tente drapée de tissu vert et rehaussée de quelques drapeaux marque l'entrée. Le visiteur doit s'acquitter d'1 franc réglementaire pour activer le tourniquet, puis un gardien le guide vers l'ascenseur hydraulique qui mène aux étages. Là, dans une suite de salles aux murs tendus de tapisserie rouge, se tient la première exposition d'un groupe d'artistes qui s'est lui-même sobrement nommé Société anonyme d'artistes peintres, sculpteurs et graveurs. Ils sont 31, dont seulement 2 femmes, à présenter pas loin de 200 œuvres allant de la peinture à l'huile, au pastel, aquarelle, sculpture, estampes et même des émaux décoratifs. Le lieu est plaisant, chaleureux. On déambule dans les espaces feutrés, éclairés par les larges fenêtres en journée, illuminés pour une bonne visibilité en soirée. Les tableaux sont accrochés au mur dans un agencement aéré qui permet à chaque œuvre d'être admirée dans les meilleures conditions possibles. Parmi ces 31 artistes, certains sont déjà célèbres à l'époque, à l'image du paysagiste Eugène Boudin, dont la réputation de peintre de plein air n'est plus à faire. D'autres sont relativement inconnus et le resteront, quand d'autres encore entreront en revanche dans l'histoire. Ils et elles sont 7 et se nomment Cézanne, Degas, Monet, Morisot, Pissarro, Renoir et Sisley. Car si cette exposition n'a pas d'autre intitulé que celui de la société d'artistes qui l'organise, elle est en réalité la première de ce que l'on nommera bientôt le groupe des impressionnistes. Ce mois d'avril 1874, il y a 150 ans, marque une date légendaire qui sera rétrospectivement vue comme une sorte de bascule pour un événement qui n'en était à l'époque pas vraiment un et dont je vous raconte aujourd'hui l'histoire. C'est globalement durant la décennie 1860 que ceux qui deviendront les impressionnistes se rencontrent. Camille Pissarro, Claude Monet et Paul Cézanne se croisent à l'Académie suisse, école de peinture alternative à celle de la très sérieuse Académie des Beaux-Arts. D'autres, comme Auguste Renoir, Frédéric Basile ou Alfred Sisley, se remarquent dans l'atelier du peintre Charles Glair, auprès de qui ils perfectionnent leur technique. Et tous s'ébrouent dans les mêmes milieux intellectuels et artistiques, ceux où Edgar Degas fera leur connaissance, ceux où se lieront d'autres amitiés. Tous sont peu ou prou de la même génération, nés entre 1830 et 1840, connaissent tous leurs classiques et la grande peinture des siècles passés qu'ils admirent, mais se rejoignent dans leur volonté de renouveler la représentation du monde et de la nature. Et sans être strictement semblables, leurs pratiques se croisent en quelques aspects saillants, excepté peut-être Degas, qui donnera toujours une prépondérance à la ligne du dessin. C'est par la couleur qu'il donne forme aux choses. Des touches franches et des teintes souvent claires, parfois éclatantes, contrastent entre elles, se fondent ou se répondent pour donner vie et matière à la fugacité des instants. Leurs images sont souvent diffuses, imprécises dans leurs contours et participent à rendre compte d'ambiances passagères, saisies sur le vif. Le rendu n'est pas lisse. On voit la matière, on sent les coups de pinceau et l'énergie d'artistes qui ne cherchent pas à dissimuler les traces de leur exécution derrière l'image. Les sujets importent moins que les sensations créées dans l'œil du peintre par la lumière, retranscrites sur la toile dans des effets mouvants, des miroitements de couleurs
qui traduisent des atmosphères. On comprend vite qu'ils n'ont que faire de la hiérarchie des genres qui régit alors l'art académique. Quand traditionnellement c'est la peinture d'histoire, qu'elle soit religieuse, mythologique ou guerrière, qui passe pour le thème le plus important, eux se concentrent sur les paysages, des scènes du quotidien, des moments éphémères. Un chemin rural, une situation banale ont autant, voire plus, d'intérêt qu'une bataille ou une scène mythologique, car ces peintres cherchent avant tout à transmettre des sensations visuelles plutôt qu'à narrer des histoires. D'ailleurs, ils se frottent pour la plupart au réel en sortant de leurs ateliers pour battre la campagne. S'ils ne sont pas les premiers à peindre sur le motif, comme on dit, ils le font avec d'autant plus d'entrain que le chemin de fer, la peinture en tube et les accessoires de chevalet le leur permettent bien plus aisément qu'à leurs prédécesseurs. Certains affectionnent les forêts ou les labours, d'autres les vagues et les rivières. Beaucoup s'intéressent aussi à des environnements contemporains, ceux où les vapeurs de locomotives emplissent l'air, ceux des usines ou des boulevards urbains qui créent de nouvelles sensations paysagères. Mais que ce soit la ville ou la campagne, leur but reste de capter l'instant, celui qui ne durera pas, un reflet, une onde lumineuse qu'ils posent sur la toile aussi rapidement qu'elle traverse l'espace. Sans être un groupe uniforme, cette communauté fluctuante vit au gré des amitiés et rencontres dans les ateliers des uns et des autres, au café Guerbois dans le quartier des Batignolles. C'est là que travaille celui qui passe pour un rassembleur, Édouard Manet. Manet propose, lui, des peintures très variées, autant dans ses sujets que dans ses techniques. Et s'il ne peut vraiment être considéré comme un impressionniste, il s'essaiera parfois à leur manière et plane surtout au-dessus du groupe par son audace anticonformiste et sa liberté de création. Parfois, ces artistes travaillent ensemble aux alentours de Paris. Monet et Renoir peignent à Bougival, Renoir et Sisley à Louvciennes, Cézanne et Pissarro à Pontoise. Si certains sont héritiers de grandes familles, la plupart sont issus de la petite bourgeoisie, voire humbles fils d'artisans pour Renoir, et ont besoin de vendre des toiles. Or, pour être connu, il faut à l'époque être vu au salon. Le salon, c'est l'événement initié à la fin du XVIIe siècle, chapeauté désormais par le gouvernement et l'Académie des Beaux-Arts, qui fait et défait les goûts et les gloires. Moins qu'une exposition, c'est plutôt une foire. Chaque année, plusieurs milliers d'œuvres sont présentées dans l'immense palais de l'Industrie, tout près des Champs-Élysées. Les pièces sélectionnées par une commission, aussi experte que tatillonne, sont entassées du sol au plafond dans une ribambelle de salles qui n'offre aucune cohérence, encore moins de bonnes conditions d'appréciation ni de mise en valeur de la nouveauté, surtout pas. Des médailles adoubent en général un art convenu pour le plus grand prestige de leurs récipiendaires. Mais le salon est visité par des centaines de milliers de curieux, scruté par la critique et plébiscité par les acheteurs. C'est le lieu où tout artiste doit montrer son travail s'il veut exister. Or, si certains parmi le groupe qui nous intéresse cet après-midi y sont parfois acceptés, voire à l'occasion même appréciés, ils y sont tout de même régulièrement refusés, comme en cette année 1867, où aucun d'eux ne peut exposer. Et c'est justement à partir de là que la lassitude va les pousser à envisager autre chose. Ils veulent libérer leurs conditions d'artistes de ce monde sclérosé, tout comme ils libèrent la couleur et la peinture de la rigidité académique. Et alors, ils vont agir. Monet, Renoir, Sisley, Pissarro, Degas, Basile et d'autres décident de faire fi des usages pour présenter leur travail en toute indépendance. La guerre de 1870 contre la Prusse, puis le siège et la Commune de Paris ralentissent un peu le projet. Basile meurt et les autres se dispersent, mais à partir de l'année 1872, ils commencent à réfléchir à un cadre nouveau pour présenter leur peinture. Et en décembre 1873, ils sont 22 artistes à signer les statuts d'une bien nommée Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs, graveurs, etc. La structure est singulière. Il s'agit d'une coopérative où chaque voix compte. 10% des revenus doivent revenir au pot commun pour couvrir les frais engendrés. C'est une association économique plus qu'artistique dont les intentions sont clairement établies dans les documents présentés au greffe du tribunal du commerce. Organiser des expositions sans jury ni récompense honorifique où chaque associé pourra exposer ses œuvres et surtout les vendre sans aucun intermédiaire ni marchand, ce qui est assez nouveau.
Après quelques défections au début de 1874, c'est essentiellement deux gars qui se chargent de trouver de nouveaux sociétaires. Ils ratissent large, notamment avec son ami Ludovic Napoléon Lepic, le peintre d'histoire Édouard Brandon ou le graveur Félix Braquemont, dont les styles sont assez éloignés. Mais ils recrutent aussi Berthe Morisot, amie de certains membres du groupe, qui deviendra la femme impressionniste la plus célèbre. Ils n'arrivent pas en revanche à convaincre le frère de celui que Berthe Morisot s'apprête à épouser, Édouard Manet, pourtant pourfendeur de l'académisme, car lui veut infiltrer le monde institutionnel par la grande porte, celle du salon qu'il considère toujours comme la voie royale. Mais avec ou sans Manet, l'exposition aura bien lieu. Elle ouvre donc le 15 avril 1874, au 35 du boulevard des Capucines, dans les anciens ateliers du photographe Nadar et dans un certain éclectisme surtout. Des œuvres, à la facture somme toute lisse et classique, côtoient les tableaux à la touche caractéristique des ambiances éthérées. Et ce sont bien ces dernières, celles des futurs impressionnistes, qui vont faire parler, même si pour l'instant personne ne les appelle ainsi, vous l'avez bien compris. Les visiteurs répondent présents, ils sont quelques 3500 en un mois, et les recensions s'enchaînent dans la presse. Certaines critiques sont acerbes. On conspue des peintures jugées hâtives, brouillonnes, inachevées. On s'étonne que les toiles ne donnent pas d'importance aux sujets représentés autrement que pour l'effet visuel qu'ils produisent, une sorte de gratuité du geste, dépourvue de l'expression d'un quelconque message, encore moins d'une morale. Et quand sujet manifeste il y a, comme dans la toile Une moderne Olympia de Cézanne, il est quelque peu transgressif puisqu'il évoque ostensiblement une maison close en reprenant qui plus est le thème d'une toile de Manet qui avait fait scandale au salon voilà quelques années, le tout dans une explosion fantasmagorique de couleurs. 7 articles sont particulièrement virulents. D'autres seront élogieux quand beaucoup sont circonspects. Et parmi les commentaires, il y a celui de Louis Leroy dans le journal Charivari du 25 avril 1874. Lui-même peintre à l'occasion, Leroy livre régulièrement des critiques, en général ironiques, et s'en donne là à cœur joie. Dans un dialogue avec un accompagnateur fictif, il raille l'aspect flou des toiles de Pissarro que même des lunettes ne rendent pas nettes. Des gratures de palette, dit-il. Leroy égrène quelques noms et tableaux, puis s'arrête sur celui nommé « Impression au soleil levant » de Monet, qui représente le port du Havre sous un ciel percé d'un soleil rougeoyant qui se reflète sur les eaux. « Impression », écrit Leroy, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. Le papier peint à l'état embryonnaire est encore plus fait que cette marine-là. Même s'il sert la moquerie, le mot « impression » est mis en exergue et va revenir dans des articles. Mais pour désigner ces jeunes peintres, il n'y a pas encore de nom générique. Certains évoquent les révoltés ou les intransigeants, des appellations qui font plus écho à leur autonomie par rapport aux circuits officiels qu'à leurs propositions esthétiques. Or, un autre critique va peut-être donner plus de sens au mot « impression ». Jules-Antoine Castagnari, dans le journal Le Siècle, lui réalise qu'il y a quelque chose de résolument moderne dans cette nouvelle manière de peindre. Il parle de grâce, de poésie, d'audace, et réutilise le mot. L'impression, une fois saisie et fixée, ces peintres déclarent leur rôle terminé. Si l'on tient à les caractériser d'un mot qui les explique, il faudra forger le terme nouveau d'impressionniste, en ce sens qu'il rend non le paysage, mais la sensation produite par le paysage. L'objet de l'art ne change pas, le moyen de traduction seul est modifié. Telle est en soi la tentative, toute la tentative des impressionnistes. Le terme n'est pas encore généralisé ni entériné par les premiers concernés, mais commence à se disséminer parmi les commentateurs. Bien qu'elle fasse parler, l'exposition n'est ni un scandale ni un triomphe. Elle sera en revanche un revers commercial, puisque les ventes se comptent sur les doigts d'une seule main. 4 doigts en l'occurrence. Si bien que les rentrées d'argent ne couvrent pas les frais de tapisserie, gaz d'éclairage et salaire des gardiens. Et 7 mois plus tard, la société anonyme est mise en liquidation. Mais l'histoire, elle, est loin d'être terminée et les expositions vont s'enchaîner. Ni un franc succès, ni un cuisant échec donc. Mais les peintres continuent de peindre et quelques cercles artistiques se montrent sensibles à ces propositions picturales nouvelles. C'est d'ailleurs
sous les auspices d'un des marchands d'art les plus en vue, Paul Durand-Ruel, que l'aventure va se poursuivre. Il a commencé à acheter des œuvres impressionnistes qui ne suscitent pour l'instant qu'un intérêt modéré et n'hésite pas à tenter de faire gonfler les prix, même si la première grande vente publique chez Drouot, qui se tient en mars 1875, se solde par un résultat plus que mitigé, au prix d'un grabuge même, puisque face aux moqueries véhémentes et aux chahuts, le commissaire-priseur fait intervenir la force publique. Mais quelques collectionneurs avisés s'entichent des jeunes artistes, notamment Gustave Caillebotte, peintre lui-même, qui intègre le groupe en tant que participant à la deuxième exposition qui s'ouvre en avril 1876 dans la galerie de Paul Durand-Ruel. L'effectif s'est resserré. Ils sont 19 artistes désormais. Pissarro, Renoir, Monet, Morisot et Degas sont toujours là, mais Cézanne est absent. Oui, il ne veut pas exposer par l'intermédiaire d'un marchand. Il y a moins de visiteurs qu'à l'exposition de 1874, peu de ventes et à nouveau des articles tantôt élogieux, tantôt haineux. Mais il ne se démonte pas et réitère l'expérience au printemps suivant dans un local loué pour l'occasion. Et cette fois, Cézanne est de retour. C'est la première fois que les peintres engrangent des bénéfices, certes modestes, et c'est aussi l'unique occasion de publier une revue intitulée L'Impressionniste, qui défend quelques-uns de leurs choix esthétiques en assumant l'appellation qui est désormais largement usitée. Mais ce n'est que pour la 4e exposition en 1879 que le mot impressionnisme apparaît sur les affiches et le titre du catalogue. Le premier cercle n'est plus au complet. Sisley écrit dans une lettre « Je suis fatigué de végéter. Nos expositions ont servi, il est vrai, à nous faire connaître, mais il ne faut pas, je crois, s'isoler trop longtemps. » Tout comme Renoir et Cézanne, ils candidatent au salon. Or, il est entendu que l'on ne peut cumuler les deux événements. L'exposition impressionniste s'associe à de nouveaux artistes. Marie Cassatt, notamment américaine installée à Paris, pour vivre pleinement son désir de devenir peintre. Il y aura 8 expositions en 12 ans, dans des contours aussi mouvants que leur régularité. Seul Pissarro est comme une sorte de patriarche de tous les événements qui n'illustrent toujours pas un réel style uniforme, mais plus des associations de circonstances. D'autant qu'au fur et à mesure, chacun vaque à ses occupations et sa pratique. Beaucoup ne vivent plus de façon permanente à Paris et créent de leur côté. Ils ont pour certains l'occasion d'exposer en leur nom seul, souvent grâce à Durand-Ruel, et l'aspect collectif s'estompe au rythme des rencontres intermittentes ou des styles qui changent. La 7e exposition groupée a lieu en 1882, et ce n'est que 4 ans plus tard que se tient un dernier événement commun. Sisley, Monet, Cézanne et Renoir ne sont pas là, mais une nouvelle génération s'est jointe, qui pousse plus loin la recherche formelle, telle Seurat ou Signac. Ils ont engagé ce que l'on qualifiera de néo-impressionnisme quasi scientifique, dans lequel des points de couleur franches juxtaposés créent le mélange et les nuances dans l'œil du spectateur. Tout cela est signe que l'impressionnisme n'est pas un mouvement au sens d'une école artistique avec un manifeste et un projet précis, mais plutôt, au sens littéral, un élan qui ne crée pas des types figés, mais ouvre un champ de possibles. 1886 est donc l'année de la dernière exposition dite impressionniste, mais elle est aussi l'une de celles des premières expositions à l'étranger. Durand-Ruel, qui n'a cessé de soutenir cette génération en achetant moult toiles, quitte à frôler la faillite, est invité au printemps par l'Association des artistes américains. Il traverse donc l'Atlantique avec quelques 300 œuvres pour une grande exposition à New York. Et comme il le dira plus tard, les Américains ne critiquent pas, ils achètent. Et alors que l'impressionnisme s'installe doucement en France, il va exploser aux États-Unis. Marie Cassatt, dont je vous parlais à l'instant, n'est pas étrangère à ce fait, puisqu'elle devient une ambassadrice, une intermédiaire, qui conseille ardemment ses nombreuses relations bourgeoises outre-Atlantique, dont les salons se couvrent d'œuvres de Monet, Renoir, Morisot et autres. À la fin des années 1880, l'impressionnisme est accepté, adoubé même, lors de l'exposition universelle de 1889 à Paris et intègre bientôt les collections publiques grâce au legs de Gustave Caillebotte en 1894. Non sans heurts, une bonne partie des œuvres qu'il a achetées à ses collègues sera désormais exposée au musée du Luxembourg. Même si beaucoup de regards conservateurs ne comprennent toujours rien à ce traitement pictural, les impressionnistes ne sont plus des dissidents, ne sont plus à l'avant-garde.
Certains d'ailleurs ne valident pas les audaces de la jeune génération. Leur travail trouve petit à petit sa place pour ce qu'il est, un geste audacieux, novateur, participant à une certaine libération de la peinture qui rapidement plaît aux bourgeois de France et d'ailleurs. Et ce n'est qu'a posteriori que leur première exposition passera pour l'événement majeur qu'il ne fut en réalité pas vraiment. L'histoire de l'impressionnisme a été écrite en connaissant le cours et les suites. Il fut donc tentant de voir en la première exposition de 1874 un moment de bascule qui aurait secoué avec fracas le monde artistique d'alors, mais les spécialistes révisent aujourd'hui des exagérations qu'il avait fait passer pour un scandale fondateur. À l'époque, le critique Jules-Antoine Castagnari, qui avait entériné l'appellation impressionniste pour désigner ces jeunes peintres, avait en partie vu juste. Il écrivait « Prépare-t-il l'avènement d'une école ? Non, puisqu'une école se distingue par ses doctrines et non par ses procédés d'exécution. Prépare-t-il une révolution ? Non, puisque le fond de l'art demeure le même. » Castagnari fut moins perspicace quand il envisageait l'avenir, puisqu'il laissait entendre que certains de ses peintres seraient vite oubliés et que d'autres, les plus doués, se lasseraient de leurs ébauches pour se tourner, comme il se doit, vers de vrais sujets et les formes nettes et précises qu'ils requièrent, ce qu'ils ne feront pas, ou pas tous en tout cas. Castagnari semblait particulièrement déconsidérer Cézanne. Il évoquait, je cite, ces rêveries qui deviennent impuissantes à formuler autre chose que des fantaisies personnelles, subjectives, sans écho dans la raison générale, sans vérification possible dans la réalité. Pourtant, Cézanne sera tout particulièrement vu comme un précurseur de la peinture moderne du XXe siècle. Notre père à tous, dira Picasso, car plus Cézanne peint notamment la montagne Sainte-Victoire, qui fait face à son atelier d'Aix-en-Provence, plus la nature se résume à des formes simples, quasi géométriques, à des taches de couleurs détachées justement d'une possible vérification dans la réalité, et vire presque à l'abstraction, à l'image aussi de Monet et de sa célèbre série des Nymphéas. En s'éloignant de la figuration, en s'extirpant de la reproduction du réel pour que le tableau ne se réfère plus qu'à des sensations, voire à lui-même, c'est justement tout le rapport de l'artiste au monde et donc du spectateur à la représentation qui s'en trouve bouleversé. Tout ceci s'est fait dans un mouvement non linéaire, par des essais, des tentatives, des audaces. Et si l'exposition impressionniste du printemps 1874 ne peut donc être tenue pour un révolutionnaire cataclysme, elle fut peut-être un petit coup de pioche parmi d'autres pour ouvrir les brèches vers une certaine modernité. Europe 1, historiquement vôtre. Anne Robins, Sylvie Patry, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Comment expliquez-vous que de cette exposition au succès relatif, présentée au printemps 1874, soit né l'un des plus grands mouvements artistiques du 19e siècle ? Je me tourne vers vous, Sylvie Patry. C'est une question difficile, parce que comme vous l'avez dit dans votre récit, il y a peut-être des raisons qui tiennent aux artistes, aux œuvres, et puis au monde de l'art de l'époque. Les œuvres d'abord et les artistes, ils avaient commencé dans les années 60, et quand même pour la première fois en 1874, on voit une grande quantité, si je puis dire, de tableaux de cette nouvelle manière de peindre, plus libre, plus esquissée, plus claire. Et ça tient aussi aux artistes eux-mêmes qui vont être persistants dans leur effort. Peut-être que la première expo fait école parce que justement il y en a eu d'autres. Donc ils ont répété cet effort. Et puis ensuite on est dans un monde de l'art en plein bouleversement, où le salon perd un peu de son magistère et de son prestige. Et les impressionnistes vont être soutenus par de nouveaux acteurs qui deviennent de plus en plus puissants, c'est-à-dire les critiques, la presse, et le marché de l'art, et notamment Paul Durand-Ruel, comme vous l'avez dit. Donc c'est un peu la conjonction de tous ces éléments, à mon avis, qui explique ce mouvement ce moment de bascule. Sylvie Patry, Anne Robins, vous assurez donc le commissariat de l'exposition Paris 1874, Inventer l'impressionnisme, qui célèbre les 150 ans de la première exposition impressionniste. Comment a-t-on établi l'inventaire des œuvres présentées à partir du 15 avril 1874 au 3e étage de l'ancien atelier de Nadar, boulevard des Capucines à Paris, Anne Robins? Alors en fait, cet inventaire, d'abord, il est établi par les artistes eux-mêmes. C'est eux qui vont dresser la liste du contenu de l'exposition pour le catalogue, puisque l'exposition s'accompagne d'un catalogue qui répertorie tout ce qui y figure.
Alors, cela dit, ça restait un défi pour nous, commissaires, puisque aujourd'hui, on a perdu la trace de toute une partie de ses œuvres, en fait, de la majeure partie de ses œuvres. Une quarantaine seulement sont identifiées. Donc, notre travail a été d'en distinguer, d'en identifier de nouvelles pour notre exposition. Alors, on y a procédé en partant des descriptions qu'ont laissées les journalistes ou les artistes eux-mêmes de ces peintures ou œuvres sur papier. Et c'est vraiment à partir de ces indices qu'on peut se faire une idée du contenu véritable de la première exposition impressionniste. Mais vous avez retrouvé quand même, sur les 157 œuvres qui sont exposées, vous avez gardé quand même le noyau des œuvres qui étaient déjà exposées en 1874. Alors, on en a 28 qui rentrent dans cette catégorie-là, dans notre exposition, donc qui sont des œuvres avérées, comme Oui. ayant été réellement Oui. présentées dans la première exposition impressionniste, mais le chiffre monte à 78, le reste étant des hypothèses. Voilà, alors fondées des hypothèses solides, hein, fondées Oui, bien sur sûr. sur des articles de presse. publications, Mais exactement. donc ça a été un peu une chasse au trésor, non, Sylvie Patrick? Comment vous avez procédé? C'est un petit peu une chasse à travers les archives et puis le moindre indice. C'est vrai que voilà, quand un critique parle d'un détail d'un tableau, ben nous on saute dessus, si je puis dire, pour essayer d'identifier les œuvres. L'idée, c'était vraiment de refléter, de remettre un peu le visiteur d'aujourd'hui dans la situation du visiteur de 1874. Mais il n'y avait pas un catalogue qui a été publié en 1874 où on peut retrouver toutes les œuvres, non? Pas très précis en fait, parce qu'il y a juste le titre des œuvres, il n'y a pas les dimensions. Et il y a certains titres qui sont très génériques. Il y a par exemple un artiste qui s'appelle Lépine ou alors Boudin. On a comme description, on a juste cadre contenant des aquarelles, bord de plage. Et quand Bord de vous savez qu'il y en a Seine. des milliers, Oui. voilà, il faut savoir, difficile de savoir lesquels. Oui, c'est ça. Ça rendait la chose encore plus complexe. Le catalogue, s'il n'est pas précis et s'il ne donne pas les dimensions. Oui, alors c'est resté une base extrêmement précieuse pour nous. Ça a été tout de même notre point de départ dans cette quête. Alors, on va plonger dans l'atelier de Nadar en ce printemps 1874 et revenir d'abord sur ce qui rassemble les artistes exposants, donc Claude Monet, Edgar Degas, Berthe Morisot et Paul Cézanne, tous membres de la Société des artistes peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes, etc. Leur point commun, c'est avant tout donc leur désir, Anne Robbins, de s'affranchir des normes académiques. Mais au fond, ce groupe se définit par son hétérogénéité. Ils sont tous très différents. Absolument. Je crois qu'en 1874, ce qu'ils ont en commun, ce qu'ils et elles ont en commun, c'est leur volonté, leur désir de s'affranchir du jugement, parfois arbitraire, du jury du salon. Donc ils sont fatigués d'avoir à passer sous les fourches codines du jury pour pouvoir être admis dans la grande exposition officielle. Donc s'ils prennent les rênes de leur carrière et organisent leur exposition, c'est vraiment une stratégie de carrière. Ils cherchent, certains une alternative, d'autres un complément à cette voie un peu unique du salon. Et donc, je crois que oui, si on regarde la liste des artistes qui composent la première exposition impressionniste, on prend vraiment la pleine mesure de l'hétérogénéité du groupe. C'est vraiment un attelage extrêmement varié, éclectique. Sylvie Patry, les sujets choisis par les artistes sont aussi le reflet de leur singularité. Il y a des scènes de la vie ordinaire, je pense au berceau notamment de Berthe Morisot, des paysages comme le chant de coquelicot de Claude Monet. C'est ça qui choque à l'époque, c'est-à-dire qu'on s'attendait à voir ou des portraits, ou des choses figuratives, des scènes de genre, des scènes d'histoire, des scènes mythologiques, et alors de la vie quotidienne ou des détails de la nature, ça choquait le bourgeois. Alors ça déconcerte, peut-être par la manière en fait dont c'est peint, parce que la vie quotidienne, on la retrouve, comme vous le dites, dans des scènes de genre, par exemple. Mais chez les impressionnistes, on ne nous raconte pas d'histoire, il n'y a pas de morale de l'histoire, si je puis dire. C'est un moment saisi, c'est souvent très esquissé. Et puis ça échappe aux catégories. On ne sait pas vraiment si c'est un tableau avec un tableau de figure, comme on dit à l'époque, ou un paysage. Donc c'est ça qui choque en fait. C'est cet ancrage dans le quotidien sans volonté de délivrer un message. Il y a aussi, Anne Robbins, l'ancrage dans la modernité, et notamment, par exemple, je pense aux locomotives à vapeur.
Oui, alors le motif de la locomotive chez Monet arrive un peu plus tard. Donc oui. ça, ce sera dans l'exposition de 1877. Mais je crois que ce qui fait la modernité pour la peinture au tout début de l'impressionnisme en 1874, c'est peut-être un répertoire de motifs, donc une façon de voir le monde et de le représenter. Et puis, donc non seulement tout un ensemble de sujets, donc la ville moderne, son animation, la banlieue qui se développe, la campagne qui s'industrialise, mais aussi, comme le disait Sylvie, une manière de peindre. Donc, un traitement moderne, donc la façon dont il restitue sur la toile ses motifs et leur appartient est éminemment subjective et neuve. Anne Robin, Sylvie Patry, l'exposition dont vous êtes les commissaires s'intéresse à l'exposition entrée dans l'histoire en 1874, la première exposition impressionniste. Mais vous n'oubliez pas la manifestation artistique de référence de l'époque, j'ai nommé le Salon. En 1874 s'ouvre le 1er mai au Palais de l'Industrie, ce célèbre salon. Vous avez choisi de présenter au musée d'Orsay des œuvres issues de cette manifestation cette année-là. Et ce qui frappe, outre les sujets et les tailles des toiles, c'est la façon dont elles sont exposées. C'est-à-dire, vraiment pas pour le confort, enfin en tout cas le confort du spectateur tel qu'on on le ressent aujourd'hui comme spectateur d'une exposition. Les œuvres, elles étaient exposées effectivement quasiment bord à bord, par ordre alphabétique d'artistes. Elles étaient limitées. Chaque artiste avait le droit, cette année-là, à 2 ou 3 œuvres. Enfin, ça dépendait un peu du règlement. Et par format aussi. Donc, autant dire que les artistes n'avaient aucun contrôle sur la manière dont leur œuvre était montrée. Et c'est ça aussi qui justifie que les artistes organisent cette exposition indépendante en 1874. C'est prendre le contrôle de leur carrière, mais c'est aussi prendre le contrôle de la manière dont les œuvres sont exposées. Et on sait à quel point c'est important, encore aujourd'hui, ça résonne dans le monde contemporain. Anne Robin, je le racontais par petites touches dans mon récit, mais il y a certains artistes qui ont exposé en 1874 boulevard des Capucines chez Nadar et d'autres et qui en même temps ont tenté leur chance au salon. C'est-à-dire que tous ne sont pas dans une logique de rupture en fait. Non, exactement. Et c'est aussi ce que notre exposition veut rappeler. C'est qu'en 1874, donc ces artistes qui s'associent donc sous la forme d'une société anonyme, comme vous l'avez dit, pour exposer ensemble, ne sont pas tous dans une réaction d'opposition par rapport au salon. Et parfois même bien au contraire, puisque 12 d'entre eux, donc c'est quand même une très importante proportion, y exposent aussi en cette même année 1874. Et je crois que c'est important, c'est que la plupart d'entre eux ne veulent absolument pas s'afficher en tant que révoltés, que révolutionnaires, mais au contraire, ils se construisent de cette manière-là une sorte de légitimité en vue de se faire accepter et puis de trouver une clientèle, parce qu'au bout du Bien compte, sûr. c'est quand même ça C'est l'intention ça l'intention. fondamentale. Parce que par ailleurs, il a existé aussi des salons des refusés, comme on le disait. Ça a existé, où tous les refusés du salon se exposaient ailleurs. Et ils existaient encore, puisqu'il y en Oui. a un qui se tient, ne serait-ce que l'année précédente, en 1873, 73, auquel vont participer d'ailleurs une partie des artistes qu'on retrouve dans le casting de l'exposition impressionniste Oui. en 74, Mm. dont Renoir, Rouart. La première exposition impressionniste ferme ses portes, je l'ai raconté, à la mi-mai 1874. Seulement 4 œuvres ont été vendues. Alors déjà, lesquelles, Sylvie Patry, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça a été vraiment un échec commercial, en effet. C'était une entreprise commerciale, mais qui, de ce point de vue-là, n'a pas du tout atteint ses objectifs. Donc, il y a 4 œuvres qui sont vendues pendant l'exposition. Ce sont des paysages, ça qui est intéressant. Donc, il y a des œuvres qui sont aujourd'hui... l'une est complètement pas identifiée, c'est un artiste peu connu qui s'appelle Latouche. Sinon, il y a quand même une œuvre, un paysage de Sisley, un paysage de Renoir et... le fameux Impression Soleil Levant de Monet qui trouve quand même acquéreur. Ce qui est intéressant, c'est de parler des prix aussi. Ce sont des paysages qui se vendent autour de 1000 francs de l'époque. Un ouvrier gagne à peu près 3-4 francs par jour. Donc c'est un prix quand même assez correct, en tout cas pour Monet et pour Sisley. Cézanne qui vendra une œuvre à l'issue de l'exposition, il vendra un paysage pour 250 francs. Donc on voit déjà, et ça c'est intéressant, dès 1874, en fait, les artistes qui vont avoir un grand succès commercial au début du XXe siècle sont déjà ceux qui vendent le plus cher en 1874. Donc ça c'est intéressant. Mhm. Alors en plus de l'exposition dont on vient de parler,
Le musée d'Orsay propose aux visiteurs une expérience de réalité virtuelle dont vous avez été les conseillères scientifiques. Le visiteur, dont j'ai la chance de faire partie il y a quelques jours, se trouve plongé dans l'atelier de Nadar au soir de l'inauguration de la première exposition impressionniste. Sauf qu'il n'existe aucune image de cette exposition. Alors comment le décor a-t-il été reconstitué, Anne Robbins? Parce que c'est une gageure. Oui, en effet, aucune source visuelle de la première exposition impressionniste, donc on a dû se fonder sur d'autres documents. Donc tout d'abord, les œuvres elles-mêmes, dont on sait de façon sûre qu'elles ont figuré dans la première exposition impressionniste. Donc les descriptions qu'en ont laissé les journalistes ou les artistes, donc ce dont on a déjà parlé. Puis ces descriptions mentionnent parfois des indications sur l'emplacement des œuvres. Alors pour nous, c'est des mentions infiniment précieuses. Bien sûr, et c'est à partir de ces informations qu'on s'est livré à cette sorte de jeu de déduction et d'hypothèse dont il résulte cette proposition d'accrochage dont vous voyez le résultat dans cette promenade virtuelle dans l'atelier de Nadar sous la forme de cette expédition. Mais c'est magnifique d'abord parce que c'est très didactique, on apprend plein de choses, je trouve que c'est vraiment... je sais pas, moi, c'est une expérience nouvelle et tout à fait étonnante. On entend les artistes parler, notamment l'accent chantant de Paul Cézanne. Vraiment, ça a été voulu, j'imagine, pour nous plonger dans ce monde de 1874. Oui, l'idée de cette expérience immersive, c'est vraiment de s'ouvrir à des publics nouveaux et puis de rendre cet événement très, très vivant, très proche de nous. Donc on s'est appuyé sur les lettres des artistes, sur certains témoignages. Ils sont tous devenus des stars du monde de l'art au début du XXe siècle, donc des photographies. En fait, Anne et moi, on travaille sur l'impressionnisme depuis près de 20 ans maintenant et on a presque affaire à des amis. Et donc voilà, on les a beaucoup fréquentés à travers les textes. Donc l'équipe de l'AVR s'est appuyée sur cette sorte de familiarité. Voilà, en fait, les dialogues incluent pour certains des citations d'artistes, alors qu'on s'est amusé à répartir ici et là. On s'est aussi beaucoup amusé, je crois. Oui. Et puis la technique est incroyable. C'est vraiment, c'est à faire et c'est à faire en famille aussi. C'est vraiment pour les enfants. C'est vraiment. Moi, j'ai trouvé ça tout à fait étonnant. Alors, pour célébrer les 150 ans de la première exposition impressionniste, le musée d'Orsay ne s'arrête pas là, puisque depuis le mois de février, le musée d'Orsay prête 178 de ses chefs-d'œuvre à 34 institutions muséales partout en France. J'en profite pour saluer Christophe Leribaud qui malheureusement ne peut même pas inaugurer toutes ces expositions puisqu'il a été nommé depuis au château de Versailles. Mais quel est l'objectif de cette opération territoriale, Anne Robbins? C'est de faire découvrir d'autres musées partout en France et la décentralisation des œuvres d'art. Exactement. Donc l'objectif du musée d'Orsay, c'était de faire en sorte que cet anniversaire ne soit pas célébré uniquement à Paris, donc avec la grande exposition du musée d'Orsay d'une part et l'expédition virtuelle, mais qu'il se double d'une autre opération majeure qui puisse faire rayonner ou retentir cet anniversaire sur tout le territoire. Donc, les 150 ans de l'impressionnisme, ça représente 178 œuvres, y compris de très nombreux grands chefs-d'œuvre de la collection du musée d'Orsay qui sont prêtés à 34 musées et ou institutions en région, dans 13 régions de France. Donc vraiment une opération, un programme de grande envergure. Donc là, ce qui me vient en tête, c'est le balcon de Manet qui est présenté à Bordeaux, la partie de bateau de Caillebotte à Nantes, alors tout un ensemble de chefs-d'œuvre de paysages impressionnistes au musée Eugène Leroy à Tourcoing, même de Cézanne au musée de Saint-Denis de la Réunion. Donc on va très loin et l'idée est vraiment d'aller célébrer ce 150aire dans chacune des institutions partout en France et d'en faire une sorte de grande fête nationale. Formidable. Merci beaucoup Sylvie Patry et Anne Robbins de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de la première exposition des impressionnistes. L'exposition Paris 1874 a inventé l'impressionnisme et l'expédition immersive en réalité virtuelle. Un soir avec les impressionnistes sont présentés au musée d'Orsay jusqu'au 11 août prochain. Je précise également que le film 1874, la naissance de l'impressionnisme, sera diffusé sur Arte le 27 avril à 20h50
est déjà disponible sur arte.tv. Vous avez été, là encore, les conseillères scientifiques admirables, Anne Robbins et Sylvie Patry. Vous n'avez pas fini de vous amuser toutes les deux ensemble à faire diffuser l'histoire de l'impressionnisme. Merci à toutes les deux. Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.